Rejoindre dans l'actualité au Nord Kivu, le procès Mamadou est à son 6e jour. Le lundi dernier, en ville de Béni, les juges ont entendu quelques témoins et renseignants, dont un chauffeur taxi qui avait assisté à l'embuscade du convoi du feu Mamadou. Les audiences s'est poursuivies ce mardi avec l'audition des nouveaux renseignants invités par la Cour. Martial Bendelo pour des précisions. Les personnalités qui ont été entendues en audience de lundi par la Cour sont le colonel de FRDC, alors commandant du 1er secteur basé à Béni, un capitaine qui commandait une unité de FRDC non loin du lieu du drame, et un chauffeur taxi qui avait assisté à l'embuscade du convoi de feu le général Mamadou Ndala. La comparution de ce dernier était d'ailleurs souhaitée par la société civile qui estimait que ce chauffeur taxi devrait éclairer la Cour compte tenu de ce qu'il avait vécu. Le capitaine, lui, était soupçonné d'avoir amené à l'hôpital un des gardes de Mamadou Ndala, blessé dans l'attaque, accusation qui le concernait à affirmer devant les juges. Une autre personnalité a entendu ce même lundi le responsable du centre hospitalier Santé Plus où avaient été soignés les gardes précités de Mamadou Ndala. L'audience se poursuit ce mardi avec l'écoute d'autres renseignants, toujours à la tribune du 8 mars en ville de Béni. Parmi eux, le général Charles Mouindo Akili alias Mundos, commandant de l'opération Sokola 1, et le colonel Yav. Un prévenu doit aussi comparaître ce même mardi. Il s'agit du lieutenant-colonel Tito Bizourou, l'ancien commandant ville des FRDC basé à Béni. Il est accusé d'avoir couvert et facilité la fuite des assaillants après le crime. Pour cet accusé, le ministère public s'appuie donc sur le téléphone de l'un de ses gardes, ou mieux, le téléphone de l'un des gardes de Bizourou, qui avait été ramassé au lieu du crime. Il s'est dénoté que la Cour militaire opérationnelle siégeante en audience foraine en ville de Béni pour ce procès Mamadou Ndala, avec la présence depuis le lundi 6 octobre dernier de l'avocat général Moukoutou Diama, dépêché par la Cour militaire supérieure de Kinshasa. Marcel Bendelo, Itembo, de 50. Au Sud Kivu, les travaux de construction du barrage Ruzizi 3 devant alimenter en énergie électrique à parts égales les pays membres de communautés économiques des pays des Grands Lacs, notamment la RDC, le Rwanda et le Burundi vont débuter en 2016. Ce projet, dont le coût est estimé à 650 millions de dollars américains, devrait être financé par l'Union européenne, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. C'est un grand pas qui a été franchi dans la matérialisation du projet de construction de la centrale hydroélectrique de la communauté économique des pays des Grands Lacs, notamment le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Le secrétariat exécutif de la CEPGL a signé avec l'Allemagne un accord de financement de l'ordre de 8 millions de dollars américains en vue d'améliorer l'offre en électricité sur le réseau interconnecté de la communauté économique des pays des Grands Lacs. Cette enveloppe vient compléter celle de 10 millions de dollars déjà déboursés par l'Allemagne. La construction du centre de dispatching de Kamanyola et les lignes d'évacuation de l'électricité vers les pays bénéficiaires étaient la condition sine qua non pour permettre le bouclage financier du projet Ruzizi 3. Selon le secrétaire exécutif de la CEPGL, Herman Tuyahaga, les 3 pays membres ne pouvaient pas supporter le coût de ce projet après autant d'années de conflit. Il a par ailleurs loué l'implication de l'Allemagne qui contribue d'une autre façon à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba en permettant aux 3 pays membres d'avoir plus d'intérêts communs. L'ambassadeur d'Allemagne à Kigali a rappelé à toutes les délégations présentes qu'avec 18 millions de dollars, son pays est l'un des grands pays le plus contributeur au projet. Le retrait de diplômes universitaires devient un très sérieux problème sur l'ensemble du territoire national. La plupart des étudiants qui ont fini n'ont toujours pas leur diplôme. Les étudiants finalistes de la promotion 2012-2013 en médecine à l'UNIKI ont assiégé ce mardi le cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et la place du cinquantenaire à Kinshasa. Ils réclament la signature de leur diplôme parce qu'ils se retrouvent sans emploi. Des scènes d'agacement pour ce sit-in au siège du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et à la place du cinquantenaire. Ces hommes, qui devraient normalement être dans des hôpitaux en ce moment et centres de soins, sont des finalistes de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, année 2012-2013. Ils sont inquiets et réclament la signature de leur diplôme. Nous avons
dépenser de l'argent. Nous avons payé les diplômes et le ministre, c'est son travail. Il doit faire son travail pour signer nos diplômes, pour que nous ayons nos diplômes dans les délais. Parce que nous ne pouvons pas rater cette session. L'ordre de maintien a déjà ouvert ses portes. C'est la dernière session annuelle. Si nous ratons cette session, nous serons rejetés à l'année prochaine. Nous l'appelons pour venir résoudre d'abord notre problème parce que c'est urgent, c'est dans ses attributions. La plupart d'entre eux ont eu à passer 7 à 10 ans d'un parcours académique émaillé de bien des difficultés et sacrifices. Sacrifices, loin de produire le résultat attendu, car sans le précieux sésame, le fameux, il est quasiment impossible de pratiquer la médecine. Parce que maintenant nous sommes vraiment bloqués, on ne sait pas quoi faire. On a plein de numéros d'ordre, les hôpitaux nous l'exigent, on ne sait pas quoi faire. Puisque notre statut, on ne sait pas, on n'est plus étudiant, on n'est pas médecin, on est vraiment déboussolé. Et si ce diplôme n'est pas un droit, ironise-t-il, alors nous les supplions, avec ces délais, qui aient l'amabilité, la bonne foi, de signer, de décanter notre situation. Nous vous prions, en tant que père de famille et un des aînés universitaires, de procéder à la signature de nos diplômes. Cette affaire de diplôme qu'il faut attendre plusieurs mois, voire années, est récurrent sur l'ensemble du pays. Mais pourquoi l'octroi des diplômes est si difficile? Y a-t-il une main noire dans cette affaire? À qui ça profite? Nous avons tenté d'en savoir plus, mais les portes du ministère nous sont restées hermétiquement fermées. Dossier à suivre. Le service de protection des institutions et de hautes personnalités fonctionne à merveille. Pour preuve, cette unité commandée par le colonel Kassongo vient de mettre la main sur un faussaire. Joseph Fikiri s'est spécialisé dans la conception des projets fantômes. Il se faisait passer pour un membre de l'association de Marie-Olive Lembe et représentant de la jeunesse congolaise au Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida. Plusieurs escrocs courent et estorquent au nom des autorités les paisibles citoyens du pays. L'un d'entre eux vient de finir sa course dans les filets de la police. L'unité de protection des institutions et des hautes personnalités commandée par le colonel Kassongo vient de mettre la main sur Sieur Joseph Fikiri, qui s'est dit représentant de la jeunesse congolaise au Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida. Lui s'est spécialisé dans la conception des projets fantômes au nom des ONG et autres associations et à pignon sur rue pour se faire des sous. Je suis arrêté ici, mais je peux vous garantir que la raison qui m'a fait arrêter ici, j'ai cité les noms de la première dame en tant que présidente de l'AMEP sans l'avoir consultée. C'est dans ce rôle qu'il a osé user du label de l'association des épouses militaires et policiers dans un projet d'utilisation de préservatifs féminins avec comme actrice principale la distinguée première dame de la République. Qu'il a mentionné dans son projet, c'était vraiment très grave pour moi parce qu'il a parlé de la première dame de la République qui est la présidente de notre association et ce qu'il a expliqué, ce n'est pas ce que notre association fait, parce que ce n'est pas dans nos objectifs. Et on était vraiment très étonnés de voir qu'il a déjà introduit dans des organismes internationaux. L'OPJ Bahaya, qu'il a entendu, explique les griefs. D'abord, dans un premier paragraphe, la première dame de la République et présidente de l'association des épouses militaires et des policiers procédera au lancement des activités à l'espace théâtral de Verdi devant 3000 personnes, dont les jeunes et les membres de l'AMP. Les partenaires œuvrant dans la lutte contre le sida et les décideurs politiques pour influencer l'accompagnement du gouvernement sur ces activités. L'unité de protection des institutions et des hautes personnalités commandée par le colonel Kassongo met ainsi en garde tous les autres escrocs qui opèrent encore et surtout ceux œuvrant sur les réseaux sociaux sous les fallacieux prétextes d'embauche qu'offrirait la distinguée première dame. La population est donc invitée à la vigilance et à ne pas se fier à ces vendeurs de vent. Retour au Sud Kivu pour parler cette fois de ce dialogue social tenu à Bukavu en vue de promouvoir un climat de paix face au conflit qui règne entre le parc national de Kahuzi-Biega et le peuple autochtone des Pygmées. Les deux parties ont convenu d'atteindre le même niveau de compréhension du droit foncier et la gouvernance des ressources naturelles.
Entre le parc national de Kahuzi-Biega et le peuple autochtone, le conflit perdure et les violences sont loin de s'accorder. Voilà qui justifie la tenue d'un dialogue social en vue d'instaurer un climat de paix entre les deux parties. Le peuple autochtone pygmée, riverain du parc, dénonce l'occupation illégale de leurs milieux naturels et l'absence d'une politique visant à promouvoir les valeurs culturelles des pygmées. Au bout de 3 jours de dialogue social, les deux parties ont convenu d'atteindre le même niveau de compréhension du droit foncier et la gouvernance des ressources naturelles. La ministre provinciale de l'Agriculture et Développement rural, Adolphine Moulay, a au nom du gouverneur de province Marcelin Chisambo rassuré que le gouvernement provincial suivra avec attention la mise en œuvre des résolutions prises et se porte volontaire pour toute intervention utile. Elle a exhorté l'Institut congolais pour la conservation de la nature et le parc national de Kahuzi-Biega de s'impliquer activement dans ce processus de dialogue qui, dit-elle, constitue une alternative à la voie judiciaire qui ne s'avère pas fructueuse. Les deux parties sont d'accord pour poursuivre ce dialogue social. Révision constitutionnelle, on en parle encore, mais cette fois sans débat, mais en référence aux Saintes Écritures. Telle est la démarche menée par le pasteur Théodore Mugalou. Il plaide pour une constitution stable et inspirée de Dieu. Tout récemment, il a dit aux femmes du PPRD et du M17. C'est un devoir qu'il s'est donné, non parce qu'il est homme de Dieu, moins encore chef de la maison civile du chef de l'État, mais parce qu'il aime son pays, la République démocratique du Congo. Une révision de la Constitution, pourquoi pas, d'où son plaidoyer pour une Constitution stable et inspirée de Dieu. Dans les églises comme dans les universités, également auprès de décideurs, Théodore Mugalou ne cesse de l'expliquer à travers ce qu'on peut appeler une campagne de sensibilisation. Nous devons enseigner selon l'article 45 de la Constitution congolaise qui nous oblige d'assurer l'enseignement de la Constitution. Et donc, selon l'article 45 de notre Constitution, nous devons enseigner le contenu de notre Constitution et exiger les corrections parce qu'elle a été faite à la hâte. Et ce jour, l'occasion a été donnée aux femmes de l'interfédéral de la cellule de base du PPRD et du mouvement du 17 mai M17. Ces femmes qui se sont déplacées vers l'homme de Dieu n'ont pas eu tort. Je ne suis pas d'accord. Alors que le débat s'anime entre les pros et les anti-révisionnistes, quant au bien fondé de réviser l'actuelle constitution, lui explique sa vision basée sur la pédagogie d'Abraham Lincoln. Pour le pasteur Mugalou, la République démocratique du Congo, pays entre autres de Lumumba, a besoin d'une constitution stable qui prenne en compte les valeurs de l'absolu. Lesquelles valeurs proviennent bien sûr de la Bible et les aspirations des pères fondateurs de la nation congolaise, lesquelles ne sont jamais exprimées depuis la loi fondamentale jusqu'à ce jour. Et l'Union africaine n'est pas a priori opposée aux modifications ou changements des constitutions en vue du maintien des présidents en exercice et dont le mandat arrive bientôt à terme. Nkosazana Dlamini l'a dit sur RFI, la présidente de la commission de l'Union africaine répondait aux questions de Christophe Boisbouvier. On l'écoute. Fondamentalement, je pense que les constitutions sont conçues par les pays et par leurs peuples. Et je crois que les constitutions sont là pour être respectées. Si la constitution doit être modifiée, cela doit se faire sur la base d'un consensus. En Allemagne, par exemple, la Constitution ne fixe aucune limitation au nombre de mandats du chancelier. C'est le peuple qui décide. Et je ne crois pas que la Constitution allemande soit méprisable parce que le chancelier peut faire 3 ou 4 mandats. Le jour où les Allemands ne seront plus d'accord avec ces dispositions, ils la changeront. L'Angola a respecté les règles de sa constitution. Certes, le président est au pouvoir depuis longtemps, mais il y a eu la guerre qu'il a fini par gagner. Puis il a été élu démocratiquement. Et maintenant, vous pouvez voir l'amélioration du niveau de vie. Je suis allée en Angola. Désormais, beaucoup de gens ont un logement avec l'eau et l'électricité. Peut-être le président angolais est-il resté trop longtemps au pouvoir, mais aujourd'hui, vous en voyez les bénéfices. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les Angolais votent pour lui.
Les nouvelles des entreprises nous emmènent à l'Institut national de sécurité sociale qui a procédé récemment au lancement de paiement de prestations sociales pour le 3e trimestre sur toute l'étendue de la République démocratique.